Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans la tête d'un CEO, à la tête d'un réseau social. Donc, je vais te laisser le présenter, mais comment vas-tu, Sacha? Et merci de me recevoir. Ça va très bien, merci. Et merci à toi de venir On est où là? présenter Yubo. On est dans les bureaux de Yubo, dans la salle de réunion un peu chill, on va dire, avec des petits canapés, des petits Aïe. gâteaux, voilà. À nous retrouver sur les réseaux sociaux pour des superbes vidéos. Bon, tu l'as spoilé, on est chez vous. D'ailleurs, tu m'as dit merci de venir présenter Yubo, mais non, c'est toi qui vas présenter Yubo. C'est vrai. C'est quoi Yubo? Raconte-moi tout. Yubo, c'est une plateforme sociale pour les jeunes, de la génération Z, donc on va dire entre 16 et 25 ans. Et en fait, on permet du coup à la génération Z de socialiser en ligne, exactement comme ils le feraient dans la vraie vie. Et le but de Yubo, vraiment, c'est de pouvoir se connecter, de passer un bon moment et de pouvoir discuter tous les jours avec des nouvelles personnes, exactement comme tu le ferais si tu étais à un festival, dans une cour de récré, dans un stade, Ok. avec des gens que tu connais pas forcément. Donc c'est spoiler, hein, je te l'ai dit en off pour rigoler, mais c'est pas une appli pour pécho. J'aimerais juste comprendre si tu veux nous le différencier d'un Tinder classique. Comment vous arrivez à à générer ce lien, à faire en sorte que les gens se parlent sans presque qu'il y ait aucune arrière-pensée. J'imagine qu'il y a beaucoup de protection aussi des utilisateurs. Donc Ouais, où bien est la sûr. secret sauce? Ouais, t'as raison, c'est une très bonne question. Déjà, sur Yubo, c'est pas vraiment géolocalisé par rapport à où t'es. On va pas choisir un genre en particulier. Le but, c'est pas de se rencontrer dans la vraie vie. Donc ça, c'est déjà 3 points qui nous différencient Ok. énormément d'une app de dating. C'est intéressant ça. C'est pas de se rencontrer dans la vraie vie. Donc C'est c'est de ça. la relation virtuelle. Enfin, C'est je ça, pense que c'est la virtuel. relation virtuelle, Online, quoi. online, avec ce qui est encore un point très important, c'est des groupes de discussion, Ok. principalement. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on prend le meilleur de la socialisation hors ligne et on le reproduit en ligne dans la vraie vie. Donc je vais expliquer un peu, mais quand tu rentres dans un espace public dans la vraie vie, il y a des groupes de personnes qui vont se former en fait naturellement. Ouais. Et toi, si tu arrives et que tu connais personne, tu peux voir un groupe en fonction du style du groupe, du style de personne. Tu peux entendre un peu la conversation, écouter, te joindre à eux s'ils t'invitent. Ouais. Sur Yubo, c'est exactement pareil. En fait, tu arrives dans un espace public, mais du coup virtuel. Tu Mhm. vois les groupes de discussion en fonction des personnes qui discutent avec de l'audio ou de la vidéo, et tu vois leurs photos de profil, tu peux voir leurs titres, si par exemple c'est un débat, si Je vais dire, c'est, c'est quoi les sujets? C'est quoi les sujets franchement, à les succès? sujets, c'est des débats, c'est des jeux, des concepts. Des fois, tu peux aussi jouer à des jeux vidéo, à Fortnite, à FIFA, et en même temps, tu parles avec d'autres personnes. Le but vraiment, c'est juste de pouvoir chiller, passer du bon temps avec d'autres personnes qui sont dans la même vibe, dans le même style que toi. Il y a une partie Discord un peu dedans. Tu sais, Discord qui a été créé plutôt pour des gamers à la base. Euh, Bah, Ou en c'est un mix de tellement d'apps, la vôtre. Je dirais que c'est plus un mix de tellement d'apps. Après, il y a des concepts qui se rejoignent. C'est vrai que sur Discord, tu peux te retrouver sur un serveur et discuter avec la voix. Sur Yubo, en fait, tu vas te retrouver dans une room avec de Hmm. la voix, de la vidéo et du texte aussi, parce qu'il y en a qui sont pas en train de parler et discuter avec leur voix et leur vidéo. Mais la seule vraie différence, c'est qu'en fait, nous, c'est des groupes éphémères, exactement comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand il y a plus personne qui discutent, qui sont avec l'audio ou la vidéo, La le room est groupe ferme. disparaît. Ok. Tu peux pas revoir la conversation, tu peux pas Ah, c'est revoir ouf ce qui ça. s'est passé. C'est exactement. Tu peux garder contact avec les personnes quand Ouais, même? tu peux garder contact. Donc en fait, ce qui Mais se passe, pendant la c'est conf, quoi. Tu dois. pendant la con, quand tu rentres dans une room, Hmm. tu peux voir le profil de toutes les personnes qui sont dans la room. Tu peux les ajouter, envoyer des demandes d'amis. Qui doivent être réciproques pour leur parler ensuite en privé. Et donc toutes les personnes avec qui tu es devenu ami sur Yubo, tu pourras ensuite discuter avec eux en one-one dans un chat privé classique. Mhm. Et en fait, tu seras aussi notifié quand ils vont recommencer un groupe de discussion. Ils pourront t'envoyer des invitations pour que tu gardes le contact. Et en fait, tu vas pas forcément revenir pour discuter tout le temps avec les amis que tu t'es fait sur Yubo. En fait, tu vas revenir pour discuter et avec eux et avec des nouvelles personnes. Et plus tu te fais des amis en fait sur Yubo, plus ton app va vraiment se filtrer en fonction des amis que tu t'es fait, en fonction de tes centres d'intérêt. Par exemple, tu joues beaucoup à FIFA 2024 ou tu joues à Fortnite, bah, tu 2023. peux... ouais, bon, Ah, j'ai 2023, pas encore investi. t'as pas encore investi. Bon, bah voilà, bah, si tu
kiffes FIFA 23 ou que tu viens d'acheter FIFA 24, bah, tu peux aussi ajouter dans tes tags, nous on appelle ça des tags, FIFA 24. Centre d'intérêt, ok. Voilà, centre d'intérêt. Tu peux cliquer dessus. Tu vas voir toutes les personnes qui ont du coup ce centre d'intérêt lié à leur profil. Tu peux leur envoyer des demandes d'amis. Tu peux rejoindre des groupes de discussion qui sont liés à FIFA 24 et tu peux discuter avec eux, quoi. En gros, c'est ça vraiment le pouvoir de Yubo et la différenciation qu'on a avec une app de dating, mais aussi avec un réseau social classique parce que du coup, on n'est pas une app de messagerie. Pas de matching non plus, en fait. C'est des rooms dans lesquels enfin, En fait, c'est toi qui choisis avec qui est-ce que tu vas être connecté. Donc, tu as la partie... C'est pas du one-one, je veux dire, c'est pas un binôme à chaque... Il y a les deux. En fait, tu peux aussi. Toutes sortes de discovery. Donc, tu as la discovery en direct, en groupe, où là, c'est les groupes de discussion en live. Tu as la discovery, du coup, en one-one, où tu peux chercher des personnes par rapport à un centre d'intérêt. Et on a aussi, du coup, la partie swipe, que nous, on voit vraiment un peu comme une liste de profils. C'est juste que le swipe, en fait, c'est plus ludique et c'est plus facile de voir les profils. Mais ça reste basé sur du physique, ça, par exemple, tu dirais, sur le swipe? Sur le swipe, en fait, c'est basé sur ton profil. Et qui est très enrichi avec tes centres d'intérêt, avec des photos, en fait, des vidéos. Nous, en moyenne, les utilisateurs, ils ont plus de 15 médias dans leur profil. Donc, c'est vraiment des profils très, très riches qui sont plus en full screen, donc qui s'apparentent un peu à ce que tu vas poster sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, et qui va vraiment te dire ton style, tes vibes, ce que tu fais dans la vie, ce qui t'intéresse sur les réseaux, à quoi tu joues, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, qu'est-ce que tu regardes comme film, comme série. Et grâce à tout ça, en fait, tu vas pouvoir dire en swipant, bah, j'aimerais bien être pote avec cette personne, ou j'aimerais pas être pote avec cette personne. Et ensuite, tu peux chercher par différents centres d'intérêt et ajouter tout ça à ta recherche, quoi. Alors, je vais, entre guillemets, titiller, j'ai envie de dire, c'est bien beau tout ça, mais dans un cercle social, on sait tous que la personne qui est le plus en confiance va toujours parler plus fort, va s'imposer. Il se passe quoi pour des timides, des introvertis? Est-ce que cette app a été créée pour eux? Ou au contraire, tu dirais qu'il y a quand même une barrière et que en physique c'est dur, mais en fait en online c'est aussi dur de rentrer dans une room et de dire hello, tu vois, salut, moi c'est Yacine, chaud de parler de ça avec vous. Bah, c'est une très bonne question. Après voilà, c'est évidemment comme dans la vraie vie, tu as des groupes de discussion qui vont potentiellement avoir un peu plus de personnes et qui vont être à l'intérieur, un peu plus d'interaction, mais du coup tu vois ça va plus être des groupes qui vont faire des concepts, des jeux, etc. Mais ce qui est assez intéressant chez nous, c'est qu'en fait, ces groupes avec, on va dire, beaucoup de personnes, mais quand je te dis beaucoup, on parle de 20, 30 participants. Donc, ça reste quand même très petit par rapport à des groupes ou à des lives TikTok ou des lives sur Instagram. Mais c'est la minorité, en fait, des groupes qu'on a sur Yubo. En fait, la majorité des groupes, en moyenne, c'est des groupes de 4-5 personnes. Maximum 10 personnes. Donc, du quali, pas du quanti, tu dirais? Bah, ouais, c'est exactement ça. C'est du quali, pas du quanti. Il y a que des personnes qui participent à la discussion en général. Ouais, sur 5, il n'y en a jamais un qui est laissé sur le carreau. Bah, t'as 95% des rooms qui sont des rooms avec uniquement, nous on appelle ça des streamers, des personnes qui streament avec de la vidéo ou de l'audio, et t'as même pas de watchers, du coup c'est comme ça qu'on les appelle et qui sont appelés sur l'appli, qui vont en gros regarder et écouter la discussion. Si tu veux, là on discute tous les deux, on pourrait très bien le faire sur Yubo, et on pourrait très bien avoir des participants qui arrivent dans la conversation, qui nous regardent, qui commentent notre conversation, qu'on pourrait aussi inviter, et qui pourraient discuter avec nous de la même manière qu'on le fait là maintenant en direct. Et si les gens ils sont pas bienveillants? Et donc c'est une bonne question, mais avant de revenir là, je vais juste ajouter une petite différenciation qui est importante. Ah, je t'enchaîne. T'as raison. C'est juste qu'en fait, nous, on n'a pas d'influenceurs sur Yubo. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, est-ce que vous avez des influenceurs? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont très populaires sur votre plateforme? En fait, on n'a pas d'influenceurs. On n'a aucun intérêt d'en avoir, et encore mieux, ça n'a aucun intérêt pour un influenceur de venir sur notre plateforme, parce qu'il va se retrouver en fait potentiellement dans un groupe de discussion avec 4-5 personnes à discuter, mais sans avoir de personnes qui sont là pour le regarder, et il va pas pouvoir faire de la performance. Il va pouvoir se faire plein d'amis et avoir plein d'interactions, mais il n'a pas d'intérêt de faire ça chez nous. Là, on est à la course aux likes et aux abonnés. Vous prenez le truc totalement inverse. Exactement. Vous êtes contraire au réseau classique. Il n'y a pas de likes, il n'y a pas de followers, il n'y a pas moyen de poster un contenu qui va être revu, qui va être repartagé. C'est soit tu es là dans l'instant présent, dans la discussion, et tu discutes à ce moment-là, soit tu n'es pas là, et en fait, c'est fini. Donc nous, en fait, tous ces problèmes de fake news, tous ces problèmes qu'on peut avoir sur les influenceurs, etc., nous on l'a pas du tout.
parce que ça n'existe pas sur Yubo en fait. Mais là, j'enchaîne parce que je t'ai posé la question et c'est une très bonne intro. On va parler, on pense à eux, mais malheureusement, ce qui s'est passé en Israël ces derniers jours, est-ce que c'est des sujets qui reviennent de discussion sur Yubo? Est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous faites en termes de tech, de sécurité pour aussi bien protéger les utilisateurs, mais enfin les utilisateurs dans la globalité, mais je sais pas si c'est des mots grossiers, si c'est je suis sûr que tu peux être mauvais moralement auprès de quelqu'un, pardon, sans l'insulter. Ouais. Donc comment t'arrives à détecter ces choses comme ça? Est-ce qu'il y a des sujets comme, je te parlais d'Israël, et Israël-Palestine, on sait que ça fait beaucoup ça fait couler de l'encre, donc voilà. Ouais. Bah, c'est une très bonne question. C'est sûr que quand il y a des événements très importants qui se passent, comme là par exemple Israël-Palestine ou l'attaque terroriste du Hamas, ou par exemple des élections, ou la guerre en Ukraine. Ou c'est Maroc, voilà, ouais. Exactement. Bah là, on va avoir des groupes en temps réel qui vont en discuter et qui vont potentiellement débattre. C'est eux qui créent le tag ou c'est pas vous qui allez push des choses? Non, nous on push rien du tout. On n'a jamais fait ça. D'ailleurs, même on a parfois essayé de le faire, mais ça n'a jamais marché. C'est tu crées ton groupe, tu as tes amis de Yubo ou des personnes qui sont pas tes amis de Yubo qui vont rejoindre ton groupe et qui vont discuter avec toi. D'ailleurs, c'est des discussions qui durent en moyenne 2 heures. Donc en vrai, c'est intéressant. Okay, je t'avoue que le titre, tu vois, il est parfois important, mais en vrai, au bout d'une heure, il dérive. Ça divague complètement. Donc tu peux rentrer dans un groupe où c'est écrit débat sur les élections, mais au final, ils parlent de FIFA, ils parlent d'autres choses. Et en fait, toujours FIFA. Ouais, toujours FIFA parce que j'ai pris l'exemple au début, mais ils peuvent parler vraiment de leur vie. Ouais. D'ailleurs, un feedback qu'on a souvent des nouvelles personnes qui testent ou qui connaissent pas la plateforme, c'est que quand ils rentrent dans des groupes comme ça, ils ont l'impression que les gens se connaissent depuis des années et discutent de choses vraiment personnelles, etc. Alors que en fait, ils viennent de se rencontrer, ça fait une demi-heure qu'ils discutent. Mais ils le savent quand toi tu rentres dans la room, tu sais que les 4 autres viennent de se rencontrer. En fait, toi, quand tu décides de rentrer dans une room, tu sais combien il y a de participants, tu sais les drapeaux de ceux qui discutent pour savoir la langue, tu sais le titre, et ensuite ceux qui discutent, quand toi tu rentres, ils ont une notification, ils ont dit ouais, Yas vient de rentrer dans la room, ils peuvent décider de t'inviter à discuter, ils peuvent te laisser juste regarder, ils peuvent même te kicker. J'allais te demander, je peux me faire têche d'une room. Tu peux te faire têche d'une room, tu peux te faire bannir de la room. Donc les utilisateurs, ils ont des outils de modération pour tout faire, mais c'est comme dans la vraie vie en fait. Non, si tu t'incrustes à une discussion avec des personnes que tu connais pas, ils peuvent te dire vas-y mec, on n'a pas envie de discuter avec toi. C'est dur de dire ça. C'est dur, mais c'est possible. Mais c'est sûrement plus facile de le faire en ligne que en ligne. Mais du coup, on a laissé tous les outils à nos utilisateurs et c'est d'ailleurs eux qui gèrent, tu vois. Et quand parfois on essaye de produire du contenu nous-mêmes pour eux, ça marche pas vraiment. Par exemple, on a fait des jeux, donc au début ça marchait très bien, tu vois, des jeux en mode action ou action vérité. Pas action vérité, mais des jeux en mode que des questions. C'était pas pour pécho. Hein. Ouais, non, mais en fait, je me suis trompé de jeu parce qu'en fait, nous, c'est pas action ou vérité, c'est vérité ou vérité, quoi. Où c'est des questions, où c'est des jeux où, par exemple, tu vas dessiner, on doit deviner le jeu, etc. Donc, des jeux que tu fais en groupe, en société. Et, où, par exemple, tu préfères ça ou ça. Et pour combien? Ouais, c'est plus des tu préfères. Et donc nous, on a fait tout un éditorial sur ça, mais c'est vrai que nos utilisateurs, par exemple, ils vont détourner ce jeu, ils vont poser des questions à l'audience qui ont rien à voir avec la question qu'on a mis, et ensuite les gens vont voter de cette manière-là, tu vois. Donc en fait, super drôle. C'est le vrai user generative content. C'est ça, exactement. Donc, vraiment eux qui créent leur truc. Donc nous, on s'oriente uniquement dans cette direction-là, qui est que en fait, on fournit des outils à nos utilisateurs pour qu'ils aient la meilleure expérience et que ça s'adapte à ce qu'ils ont envie de faire à l'instant présent. Donc c'est vraiment le cadre. S'il y a des parents qui nous écoutent, déjà c'est quoi l'âge pour commencer à être dessus? Et je repose un peu la question sur la sécurité, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous mettez comme cadre pour contrôler justement le contenu? Alors donc c'est un sujet très 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 vaste, parce que c'est même, je pense que c'est le sujet principal chez nous et prioritaire, la safety et la sécurité de nos utilisateurs. La modération. Donc en fait, nous on fait ça en fait et c'est notre priorité depuis qu'on a lancé la plateforme. Et en gros, pour donner un peu les étapes quand tu t'inscris, donc l'âge minimum c'est 13 ans. Il n'y a pas d'âge maximum. Mais par contre, quand tu vas t'inscrire, on va faire de l'estimation d'âge. Donc pour tous nos utilisateurs, à la fin de l'inscription, on va scanner ton visage, on va estimer ton âge.
pour vérifier que ta date de naissance correspond bien à l'âge que tu prônes, ok. que tu prônes en t'inscrivant. Tout ça dans le but de te mettre dans un groupe d'âge, donc pour mettre les plus jeunes avec les plus jeunes. Il peut pas y avoir de la discrimination là-dessus? C'est pas une sorte de délit de faciès, ça? Non, bah pas du tout. C'est une technologie pour valider, qui a été développée par Yoti, qui est notre partenaire, qui en fait va nous donner une estimation de ton âge avec on va dire donc par exemple, tu vas t'inscrire, tu vas dire que tu as 25 ans, Yoti va nous dire je pense qu'en fait, il a entre 23 et 26, tu vois. Donc là, il y a pas de problème quand tu rentres dans cette braquette, on va dire, d'âge. Et en gros, nous, c'est juste pour vraiment savoir si c'est pas un vieux de 80 piges qui est en train de faire le pointeur sur les réseaux. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc, si par exemple, on a cette indication-là, où on voit que ton compte il est suspect, on va te demander de nous fournir une photo de ta pièce d'identité, de prendre une vidéo ou une photo de toi, face cam, etc. Et on va aller encore plus loin pour être sûr vraiment que c'est ta tête. Si tu passes et qu'il n'y a pas de problème, après, là, il y a encore, on va du coup modérer, surveiller toute ton activité que tu vas avoir sur la plateforme. Donc, on va checker tout ce qui est textuel, donc ton pseudo, ta biographie. Tu peux noter ou pas? Tu peux avoir des feedbacks de d'autres utilisateurs sur un nouvel utilisateur? Tu peux signaler. Signaler, ok. Ouais, signaler. Ouais. Donc noter non, parce que c'est un peu... c'est vraiment dans le cadre où il y a un litige mais signaler, ouais, exactement. Donc en fait, t'as tout l'attirail pour la communauté pour signaler les utilisateurs. Ils peuvent ajouter des pièces jointes, donc des vidéos, des screenshots, etc. pour que nous, on ait plus de contexte quand tu signales quelqu'un. Et ensuite, nous, on a toute la partie... donc ça, c'est plus la partie réactive, tu vois. Et on a toute la partie proactive, où là, en fait, on va scanner tout ce qui est textuel, visuel et audio dans la plateforme. Donc tout ce que tu vas écrire dans ton profil, tout ce que tu vas mettre comme photo vidéo dans ton profil et tout ce que tu vas dire ou faire dans les groupes de discussion, parce que c'est des groupes de discussion qui sont publics, on va en fait analyser ça avec de l'intelligence artificielle. J'allais dire, c'est là la grosse partie tech du coup. Voilà, c'est là la grosse partie tech. Et aussi, on a nos modérateurs humains et on appelle ça, nous, c'est plus des enquêteurs ou des investigateurs, on va dire, qui vont double-checker tout ce qui a été signalé par l'IA, tout ce qui a été signalé par nos modérateurs, tout ce qui n'a pas été signalé par l'intelligence artificielle ou par notre communauté, pour justement s'améliorer en continu. Et donc, pour venir à ta question, ce qu'on fait, c'est que déjà, nous, on fait de l'estimation d'âge et de la vérification d'identité, ce que je pense aujourd'hui, quasiment personne ne fait, en tout cas dans les grosses plateformes existantes. Deuxième point, c'est qu'on fait des groupes d'âge. Un autre point aussi que personne ne fait sur les autres plateformes. Et troisième point, on fait de la modération très poussée, avec une manière de penser, je dirais, qui est plus européenne et plus à la française et moins américaine. Et où, en fait, effectivement, on laisse la liberté d'expression s'appliquer, mais dès que ça dépasse, tu vois, une ligne et que ça devient de l'insulte, que ça devient quelque chose du bullying, que ça devient quelque chose qui est inapproprié, raciste, violent, etc., là, on va bloquer. Et on a différents types de blocs. Ça peut être donc du bloc temporaire, 20 minutes, 2 heures, 24 heures, 2 jours, une semaine, un mois, et jusqu'au bloc définitif où là tu vas plus être seras banni, quoi, sur la plateforme. Et ensuite, pour les cas les plus graves, on va dire, là on va aussi signaler directement aux polices. Ok, donc, c'est déjà arrivé? Ouais, c'est déjà arrivé. Ça arrive très souvent. On a beaucoup d'utilisateurs, donc. Alors. Super. Je voulais te poser la question. La prochaine question sera le why. Mais juste avant ça, c'est quoi les métriques que vous regardez? Toi, je connais pas trop en fait les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le taux d'utilisation, le nombre de users, mais c'est différent du nombre de users d'inscrits versus actifs? Comment ça se passe, sachant qu'en plus c'est gratuit, donc après on va parler aussi du business model. Ouais, c'est en fait, je vais dire la vérité, nous on regarde tout. Je veux que la vérité, hein. Ouais. Nous on regarde tout, vraiment, c'est notre, on regarde tout ce qui est on regarde de manière qualitative. Okay. Donc on va faire des user interviews, on va interroger les utilisateurs, on va regarder ce qui se passe sur la plateforme, parce qu'en fait, nous c'est des groupes de discussion publics, donc on peut voir en temps réel ce que les gens disent, de quoi est-ce qu'ils discutent, les sujets de conversation. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour nous. Et on a une manière d'analyse quantitative où là, en fait, on va tout analyser par cohorte,
par utilisateur, Une cohorte, de c'est manière... les temporalités où il y a eu des nouveaux users. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc par cohorte pour voir les rétentions, on va regarder par active user, donc les utilisateurs qui sont actifs. On va regarder par rapport aux nouveaux utilisateurs, par rapport aux utilisateurs qui sont partis. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ils sont partis, pourquoi est-ce qu'ils sont restés, qu'est-ce qu'ils utilisent en temps réel, le pourcentage d'utilisateurs qui va aller dans un live, qui va mettre sa caméra, qui va pas mettre sa caméra, etc. Donc tout ce que tu peux imaginer qu'on peut traquer sur la plateforme, on le fait et on essaye au jour le jour de comprendre un peu les tendances qu'il y a sur notre plateforme, savoir si on a des fonctionnalités qu'on a mis en place qui marchent pas, comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et donc c'est un travail en continu qu'on fait depuis le début, quoi. Donc ouais, l'objectif déjà c'est l'activité, si j'ai bien compris. Ouais. Plus on utilise la plateforme, plus c'est bon signe. Je dis ça parce qu'il y a d'autres applis, genre je crois que c'est avec Payfit, j'en parlais. Il me disait mais moi le moins les gens utilisent l'appli, le mieux c'est, ça voudrait dire qu'en fait ils font ça une fois par mois et ça va. Je sais plus si c'est Payfit ou d'autres, mais en gros là c'est plus pour faciliter. Bon c'est du B2B donc rien à voir. Si on revient juste là-dessus, mince, je suis en train de perdre ma question. Oui, je voulais savoir. Si tu parles de cohorte et si on parle, je sais pas si on peut parler de churn ou de personnes qui partent, bref, c'est quoi la moyenne? Et déjà, vous avez combien d'utilisateurs et combien de temps il reste en moyenne sur l'appli avant de vraiment partir, de plus être actif? Ouais. Alors je vais te dire ce qu'on dit publiquement. Allez, tu vois, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc publiquement, on a dépassé 75 millions d'inscrits sur Yubo. Donc là, Donc voilà, c'est 10 millions de plus qu'en France. c'est assez c'est assez Tous les pays, solide. vous êtes présents dans... On est présent dans tous les pays, mais on est majoritairement présent, en tout cas dans notre base de données, aux États-Unis, en Angleterre. La France, en fait, c'est notre troisième pays. Ok. Et on a aussi beaucoup d'utilisateurs, en fait, dans les Western countries et les pays anglophones. Donc, en Ouais, gros, ok, donc c'est très... Amérique du Nord, pays nordiques, Europe centrale. Asie, pas trop? Asie, on a des petites communautés, mais on n'a pas trop d'utilisateurs. Amérique latine aussi, on a des petites poches d'utilisateurs, tu vois, comme au Brésil, au Chili, en Colombie, mais ça reste encore suffisamment restreint et petit. On fait pas vraiment d'acquisition dans ces pays-là. On fait pas trop de marketing, ça s'est fait organiquement. 75 millions, juste, c'est quoi la part, tu dirais, juste aux US? Je dirais que c'est autour de 35-40% aux US. Tu vois, les UK, c'est entre 15 et 20%. Okay. La France, c'est entre 5 et 10% de notre base. Et après, ça répartit un peu partout. Voilà, après, ça se répartit un peu partout, entre 0 à 10%, on va dire, dans les autres pays. Mais on a des fortes communautés vraiment dans les pays anglophones. Parce qu'en fait, ce qui est important, comme je te disais au début, c'est pas la géolocalisation, c'est la langue, pour que tu puisses interagir et avoir des interactions en temps réel qui ont du sens avec des personnes qui parlent la même langue. Et donc, on a très souvent des utilisateurs dans des groupes de discussion, je crois que c'est plus de 25% en temps réel, qui ne viennent même pas du même pays, mais qui sont dans un groupe et qui discutent entre eux. Pour apprendre. Non, pas forcément. Enfin, il y en a pour apprendre, mais pour justement juste discuter avec des personnes qui te correspondent, quoi. Tu pourrais très bien discuter avec quelqu'un qui habite en Belgique, tu vois, ou au Québec, parce qu'il parle français, et te taper des bars, passer un bon moment, sans les rencontrer en vrai. J'ai fait 4 ans au Québec, donc c'est un beau hasard que tu choisis. Tu peux pas le dire, le nombre de temps, je sais pas si c'est sur le les nombre cohortes, de temps, le nombre de temps en moyenne, un utilisateur, il va passer entre 30 à 40 minutes par jour sur Yubo. Et ceux qui sont les plus actifs, ils vont passer en moyenne 2 heures par jour sur la plateforme. Ok. Voilà. Alors, sache-le, Sacha. Depuis tout à l'heure, tu me parles. Moi, quand j'ai des grands sourires comme ça, c'est qu'il y a une question qui vient de me venir à l'esprit. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une éthique là-dessus? Est-ce que tu dirais qu'au bout d'un certain temps par jour passé sur Yubo, ça peut être quand même néfaste pour un enfant notamment? Ouais, alors après, ça dépend ce que tu définis enfant, parce que du coup, nous, l'âge minimum, c'est 13 ans, et les 13-14 ans, tu vois, je peux le dire, même les 13-15 ans, c'est moins de 15% de nos utilisateurs. Okay. Donc nous, vraiment, le cœur de cible, tu vois, c'est les 16-25. Là, si je te prends les 16-25, on a quasiment 85% de notre base. Ouais. Donc effectivement, quelqu'un qui va passer 10 heures sur la plateforme, c'est néfaste et c'est pas bon et on l'encourage pas. Dans la journée. Mais en fait, la différence sur notre plateforme, c'est qu'en gros, quand tu es sur Yubo, t'es pas passif à regarder du contenu et à ne rien faire, à scroller, etc. En fait, quand tu es sur Yubo, tu participes, tu discutes avec des personnes,
t'as de l'interaction, c'est quelque chose, tu vois, qui va quand même te rendre actif et t'es obligé, en fait, de discuter avec des Donc personnes. c'est du temps d'écran qui est pas comparable à un Netflix ou un TikTok pour toi? Bah, je te pose la question, tu vois, si je te dis, voilà, t'es sur Yubo, t'es en train de discuter avec d'autres personnes de ton âge, etc., que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans un live, si tu discutes et que t'es actif, c'est quand même plutôt positif pour toi parce que tu vas discuter avec d'autres personnes et tu vas vraiment apprendre des choses et tu vas pas voir le temps passer, en gros, et tu vas être actif alors que être chez toi à regarder un film pendant 5 heures et enchaîner des séries plutôt qu'être avec des potes et discuter avec eux, bah tu vois, c'est pas Ok. les mêmes comparaisons. Il En y a la fait. différence, ouais, d'être cloisonné chez toi dans ta bulle versus d'être avec des gens. Après, là, t'es en direct, mais pas en physique. Ouais, Est-ce ouais. que toi, tu vois une limite à ça? Par exemple, des personnes qui, grâce à Yubo, rencontrent plein de personnes, mais à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se renfermer physiquement, d'être tout le temps chez soi et de plus aller, bah, je sais pas, en fait, rencontrer des gens en physique, quoi? Parce que c'est important quand même le physique. Bah, en fait, nous, on est plutôt un remède à la solitude. Ok. Tu vois, donc en fait, c'est même un point, la solitude, c'est un point assez important chez la génération Z. C'est une des générations qui se sent les plus seules comparé à nos générations. Qui a Parce qu'en subi le fait, Covid c'est comme jamais. voilà, qui a subi le Covid. En fait, même je dirais que nous, notre génération et les générations plus âgées ont compris pendant le confinement et pendant le Covid qu'en fait, il y avait un monde en ligne et qu'on pouvait avoir des interactions en ligne et qu'on pouvait discuter et socialiser. Et du coup, c'est pour ça que ça a explosé Zoom, c'est pour ça que ces plateformes ont explosé. Et ça nous a permis justement de sortir de cette solitude. Mais en fait, la génération Z, ils ont toujours été hyper connectés. Le Covid, ça les a pas rendus plus connectés. Ils Ok. étaient déjà très connectés. Et en fait, ils se sont sentis de plus en plus seuls, on va dire, parce qu'ils passent de plus en plus de temps sur les plateformes classiques où c'est de la performance. Tu regardes des vidéos sans vraiment interagir, sans discuter avec d'autres personnes. Et en fait, nous, on a construit Yubo pour répondre à ce besoin de socialiser en ligne et pour faire en sorte que tu te sentes moins seul. Et en fait, si aujourd'hui Yubo ça marche, c'est parce qu'en fait, il y a ce problème-là où les jeunes n'ont pas de moyens et n'ont pas d'outils d'interagir et de socialiser exactement comme ils le feraient dans la vraie vie sur le mobile. Donc nous, en fait, on a un remède à cette solitude et c'est grâce à Yubo, en fait, que tu deviens sociable et que tu commences à sortir de ton cocon et à discuter avec d'autres personnes, chose que tu ferais pas potentiellement si bah, tu es enfermé sur toi-même, que tu fais que de regarder des vidéos ou jouer aux jeux Bien sûr. vidéo et où là où vraiment t'es pas bien, quoi. J'allais dire que c'est ta plus grande fierté. Point d'interrogation. Et est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là? Ouais, bah nous, Des utilisateurs, c'est hein. notre plus grande fierté. En fait, nous, on a lancé Yubo il y a 8 ans, mais ça fait quasiment T'es un 13 ans. médicament social? Bah, je dirais quoi? Je dirais que c'est notre mission aujourd'hui, c'est et vraiment en gros le purpose que nous on essaye de donner à notre boîte, c'est donc je le dis en anglais, mais c'est empower youth to discover the world. Et Mhm. donc, en fait, nous, on permet aux jeunes de vraiment se développer grâce à la socialisation et de connaître qui ils sont, de savoir ce qu'ils S'émanciper. aiment, ce qu'ils pensent, etc. Parce qu'en fait, tu peux faire ça uniquement en socialisant avec d'autres personnes et en ayant des discussions qui sont riches avec plein de personnes de différents horizons et de différents pays et de différentes langues. Et Mhm. c'est exactement ce qu'on fait sur la plateforme Yubo, en fait. Et bah du coup, enfin, j'avais posé la question, il y a deux questions en te disant j'allais te la poser, mais tu as déjà répondu sur le why. Donc Ouais. pourquoi vous avez créé Yubo. Vous êtes trois à l'avoir créé, c'est ça? Trois associés? On était 4 au début. Ok. En fait, nous, en gros, on a commencé à faire des applications à la fac. Donc notre première app, on l'a fait Sortie quand on d'école, avait ok. 18 ans, en école. T'as quel âge, Sacha? J'ai 30 ans. 30 ans, ouais, c'est ça. 94 ou 93? 93. Damn. Ça va, t'as juste un an de plus que moi. Parce que tout à l'heure, tu disais les générations. Je me suis dit, est-ce qu'on se considère dans la même génération? Mais il semblerait. Ça va. Ouais, il semblerait. Bah, mon cofondateur Arthur, lui, il est de 94. Ok. Donc, il est encore plus Pas jeune. de pression sur moi, les gars. Ouais, non, t'inquiète. Mais du coup, j'ai fait une licence de mathématiques Ok. à Dauphine. C'est là que j'ai rencontré Jérémy et Anthony, avec qui on a fait une première application qui s'appelait Saloon, qui était des groupes de chat hyper géolocalisés anonymes. Donc en gros, tu veux savoir dans l'amphi ce qui se passe, c'est quoi l'ambiance, tu veux savoir ce qui se passe à la cantine, à la bibliothèque. On avait vraiment ça comme vision et comme idée, sauf que
ça s'est pas passé comme prévu parce que comme c'était anonyme, du coup, Tu les peux gens pas dans garder les groupes, contact. non, c'était plus une question que tu avais des étudiants qui insultaient d'autres étudiants, des professeurs. Donc, on a eu, Ambiance. ouais, donc on a eu des problèmes du coup de modération sur notre première application et on a décidé d'arrêter parce que on était jeunes, on voulait continuer nos études, mais c'était une première belle expérience. Ensuite, Des maths au social quand même. Ouais, c'est ça. Je trouve ça drôle. Bah, Ok. c'est Jérémy, en fait. Il faisait déjà des applications avant, depuis qu'il a 13-14, il codait. Et donc, il nous a dit, venez, on fait une app sur le mobile, sur iPhone. Pour Ouais, mais tester. basé sur le social, quoi. Enfin, Basé je veux sur le dire, social, tu peux faire ouais, des ouais. apps dans plein de trucs, Ouais, mais ouais, bien ok. sûr, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, quand on est rentré en école d'ingénieur, donc Jérémy, il est rentré à Télécom. Anthony, il est rentré au Ponts et Chaussées. Moi, je suis rentré à Centrale. Ok. Et à Centrale, j'ai rencontré Arthur. Je leur ai présenté. On a fait une deuxième application qui s'appelait 12. Du coup, la société s'appelle 12 App. Et où là, c'était une app où chaque jour, tu pouvais rencontrer une personne avec une vision assez globale de se dire, bah, je veux faire du sport, je peux rencontrer un mec qui veut faire du sport pour aller courir. Je veux rencontrer une meuf, je peux rencontrer une meuf pour flirter. Je veux rencontrer... Attends, tu pouvais mettre en tag, Non, je en cherche fait, une meuf pour aller au ça, ciné là, ce là, je t'ai soir. donné on va dire la big picture, la vision vraiment Elle globale. n'existe Mais plus cette app. elle Damn. n'existe plus, ouais. Mais en fait, j'ai commencé par ça parce on s'est concentré sur le dating. On s'est dit, le plus simple, c'est pour l'instant de targeter les célibataires, pas forcément les sportifs ou les gamers. On va targeter les célibataires et chaque jour, on va te présenter quelqu'un qui te correspond de manière très précise et tu auras 24 heures pour discuter avec cette personne. Donc le concept, tu vois, il est assez cool, Ouais. mais bon, ça a pas du tout marché. Donc on a fait ça pendant 2 ans. Et ensuite, après ces 2 ans de produits qui fonctionnaient pas parce qu'on n'avait pas d'activation, on n'avait pas d'utilisateurs, on a décidé d'arrêter. On est parti en année de césure. Et c'est là qu'on a commencé Yubo à temps plein. Et C'est quoi le shift du coup entre c'était 12 ou pas la société? Ouais, mais du coup l'app. Non, l'app 12, on l'a killé. Et donc l'app Yubo, la première version, elle s'appelait Yellow. Et du coup, le but de Yellow, en fait, c'était de se faire des nouveaux amis sur Snapchat. Et en gros, au lieu de partir du principe, on a une bonne idée, on va la sortir et la tester, on s'est dit, on va pas partir d'une idée qu'on a, on va partir d'un problème. Okay. Le problème, il existe encore aujourd'hui, c'est que tu as des millions de personnes qui vont partager leur pseudo, Insta, Twitter, enfin leurs réseaux publiquement pour soit se faire des nouveaux followers, des nouveaux amis et devenir des influenceurs, etc. Et en fait, nous, on s'est concentré sur Snapchat parce que sur Snapchat, à l'époque et encore aujourd'hui, c'est principalement une application de messagerie. Il n'y a pas de discovery dessus pour trouver des nouveaux amis ou des nouvelles personnes. Je sais qu'ils essaient de... Ouais, ils commencent à se développer. Mais ouais, côté média, ils essaient voilà, de le faire. Côté média et côté influenceur, ils se développent. Et donc nous, en fait, au début, l'app Yubo, c'était uniquement, tu crées un profil, tu mets ton pseudo Snapchat, il est caché. Et quand tu matches avec une nouvelle personne, tu obtiens son pseudo Snapchat et tu deviens ami avec cette personne sur Snapchat. Okay. Et on avait plein d'hypothèses qui étaient est-ce que tu veux devenir un influenceur? Est-ce que tu veux trouver du contenu? Est-ce que tu veux vraiment discuter avec d'autres personnes pour te faire des potes en ligne, des potes dans la vraie vie? Est-ce que tu veux flirter? Et donc on avait toutes ces hypothèses-là. On a choisi le swipe parce qu'en fait ça nous permettait déjà de répondre à ces questions-là. Parce qu'en fait, si tu swipes à droite sur tout le monde, ça veut dire que tu veux devenir un influenceur. Si tu swipes à droite uniquement avec les personnes autour de toi et les meufs, ça veut dire que si t'es un mec ou t'es une meuf, hein, mais que tu choisis un genre en particulier, ça veut dire que c'est potentiellement... pour ce genre. T'as un intérêt pour potentiellement le dating, mais si tu vas vraiment choisir des personnes qui sont pas forcément à côté de chez toi, qui parlent pas forcément la même langue, qui ont pas un genre en particulier, bon bah là tu vas peut-être être là uniquement pour te faire des potes, tu vois. Et nous c'est ce qui s'est passé. Et donc de ce constat-là, en fait, on a créé du coup des groupes de discussion publics pour permettre de améliorer encore plus cette expérience de socialiser en ligne. Et donc, pour revenir sur l'histoire des associés et des cofondateurs, du coup, quand on a lancé Yubo, ça a rapidement explosé parce qu'il y avait un vrai besoin de socialisation en ligne. C'est quoi rapidement? En un an, on a atteint quasiment 10 millions d'inscrits.
Et le gros pic, c'est quoi? En un mois, vous aviez combien qu'on se rende compte? En un mois, on C'est a... pas 1 million par même- mois, Non, je vais j'imagine. dire en une journée, parfois, on avait 70 000 inscrits Ouais, mais sur la plateforme. en gros, la question que je veux te poser à travers ça, c'est... en fait, j'ai une question depuis tout à l'heure que je veux te poser. Yellow, et donc avant encore, quand c'était 12, Ouais, est-ce que sur 2 ans, vous auriez pu la kill bien plus tôt? ouais, bien Et sûr. la question, c'est aussi, du coup, si on se remémore là les débuts du Yubo, à quel moment tu t'es dit, il y a un putain de truc là? Là, il y a de la traction. Donc vraiment de l'intérêt du public. Et après, on va parler argent. Bah, pour te dire, la première application du coup Saloon, on avait eu à peu près 10 000 inscriptions assez rapidement, tu vois, Ok. en 2-3 semaines. Donc ça avait bien pris dans les facs, mais on a eu rapidement beaucoup de problèmes avec les directeurs de la fac, Qui se faisait les insulter. professeurs, etc. Ouais, Ouais, moyen. c'était difficile à gérer, donc on a arrêté. La Ouais. deuxième application, 12, on a atteint 30 000 inscrits en 2 ans. Et vraiment, on n'avait aucune activité sur la plateforme. Ça veut dire que même pour les gens qui s'inscrivaient et qu'on matchait ensemble de manière vraiment manuelle, ils discutaient même pas entre eux, tu vois. Donc on avait Ouais, ouais, ok. 0,1% de conversation sur les Depuis gens toujours, qui... ça, vous le voyez toujours? Bah, on le voyait, ouais, on l'a toujours vu. On essayait d'améliorer ça. On Ok. essayait de ramener du monde. Une fois qu'on les ramenait, de les faire discuter. Mais bon, ils discutaient pas et en plus, on galérait à les ramener. Donc il y avait un vrai problème d'activation et un vrai problème d'engagement sur la plateforme. Et sur Yubo, en fait, on a eu rapidement beaucoup d'utilisateurs. Donc on avait une très bonne activation et on avait rapidement beaucoup d'engagement Ok. et aussi beaucoup de croissance organique juste par rapport à ce concept-là. Donc, Ah, en parce que fait, tu t'as beau les faire venir, faut qu'ils restent, faut qu'ils parlent, et ça c'est autre chose. Et c'est là où on voit si l'app elle sert ou pas quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, bah, au début, on a réussi à ramener beaucoup d'utilisateurs, mais on répondait pas forcément aux besoins derrière le fait de partager un pseudo en ligne. En Ouais. fait, le besoin, c'était de socialiser, d'avoir des outils pour toujours rencontrer le plus de personnes possible chaque jour, avec qui on va interagir en temps réel, quoi. On va parler thunes, mec. Tu m'as dit un truc lors de notre call de prépa. Je crois que tu m'as dit on a pris 3 ans avant de monétiser et on aurait dû ou pu le faire bien plus tôt. Ouais. C'est quoi votre business model? Et peux-tu m'expliquer cette phrase du coup de Ok. comment ou pourquoi vous auriez dû le faire plus tôt? Et qu'est-ce que vous avez mal fait du coup peut-être? Alors, notre business model, en fait, c'est principalement des options payantes et des abonnements sur la plateforme. Donc, des options des in-app purchase à la carte et des subscriptions, des abonnements. Donc pas d'ads? On a commencé à mettre en place des ads cette année, début Ok. 2023. Et même encore aujourd'hui, ça représente même pas 5 à 10% de nos revenus. Ok. Donc, c'est vraiment négligeable, on va dire, par rapport à ce qu'on génère avec les options payantes et les abonnements sur C'est quoi la plateforme. répartition? C'est le 50-50. Vraiment, Options entre payantes et abonnements, ouais. autant je passe au premium ou où je fais de l'achat en... En fait, c'est à chaque fois, c'est des options qui sont vraiment différenciantes. En fait, on a plusieurs packs d'abonnements. Donc, Ok. il y en a un, c'est par exemple, tu peux savoir, tu peux envoyer des messages à quasiment tout le monde sans être ami avec eux. Tu peux savoir qui a regardé ton profil, un peu comme sur LinkedIn. Et tu as des options qui sont payantes à la carte, on reçoit gratuites toutes les semaines. Donc ça, c'est on va dire, le pack le plus cher. Ok. Après, Il vaut combien? celui-là, je pense qu'il vaut à peu près entre 20 et 25 euros par mois. Ok. Et ça, c'est le best-seller ou tu dirais que c'est quand même compliqué, que c'est pas atteignable à tout le C'est monde? pas, non, c'est pas le best-seller. C'est Ok. pas le best-seller. C'est sûr que c'est des prix qui sont assez chers. On le sait qu'on est quand même assez cher. Donc c'est pas tout le Bah, monde surtout qui... pour des jeunes, en fait. Je me dis juste 16, 20 ans même. Est-ce que t'as envie de... Enfin, tu vois, tout le monde n'a pas les moyens dès le départ, en tout Ouais, cas. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde n'a pas les moyens dès le départ. Et du coup, donc c'est notre pack ultra premium. quoi. Après, on en a un autre un peu moins premium qui est un peu moins cher. Qui est du coup plus autour de 10-15 euros par mois. Ouais. Et ensuite, après, on a des autres packs pour recevoir des coins, donc des U-Bucks. On a une monnaie aussi sur Yubo qui te permet justement d'acheter les options que nous on appelle des pouvoirs, des powers à la carte. Ok. Et donc ça, tu l'achètes avec des U-Bucks. Et donc tu peux t'abonner aussi pour recevoir 3000 U-Bucks par semaine sans avoir besoin de les payer. Et du coup, je pense que c'est à peu près 10 euros par mois. Ok. Et c'est des abonnements qui peuvent être hebdomadaires, mensuels
ou trimestriel. Sans engagement, Donc, enfin ça dépend, mais ouais, ok. Sauf si tu payes à l'avance. c'est un engagement soit mensuel, soit hebdomadaire, soit trimestriel. Donc après, tu peux toujours te désengager de l'abonnement si tu veux. Et on a les options payantes classiques. Et en gros, le raisonnement derrière ces options payantes et pourquoi ça marche, c'est parce qu'en fait, toutes les options payantes qu'on met en place, c'est des options qui te permettent d'avoir, entre guillemets, une meilleure expérience sur la plateforme et qui va te permettre de te faire plus d'amis plus rapidement et de socialiser plus rapidement. Okay. Et du coup, c'est que des options qu'on peut pas donner à tout le monde. Parce qu'en fait, si tu permets à tout le monde de socialiser de manière beaucoup plus rapide, en fait, personne ne va socialiser plus rapidement parce que tout le monde aura la même expérience. Et du coup, c'est pour ça que ça marche. Tu peux me dire la proportion, je sais pas encore à quel point tu vas être transparent, mais de personnes qui ont payé au moins une fois, un jour. C'est quoi C'est une bonne question, franchement. Je pense que c'est autour de 5 à 10% de nos utilisateurs. Ce qui est logique pour une, une app, quoi. Et encore. Classique. Hein. C'est plutôt élevé, même. Ouais. Après, tu prends, je crois que tu prends un Spotify, c'est quasiment, enfin, c'est au-dessus de 50%. Tu prends Ouais, mais bon, Spotify, je sais pas s'ils sont encore rentables. Enfin, ils ont fait leur IPO, ils étaient pas rentables. Non, mais donc c'est vrai, en fait, ça veut rien dire. Et c'est pour ça qu'on va parler de levée de fonds après. Mais enfin, c'est pas parce que Spotify coûte 10 balles par mois et qu'ils ont je ne sais combien de users qu'ils font de l'argent. Ils sont dans un milieu où ils doivent payer cher. Juste la petite question, c'était sur les 3 ans. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pourquoi vous auriez dû monétiser plus tôt et qu'est-ce que vous auriez pu faire pour le faire plus tôt? C'est peut-être s'en rendre compte plus tôt, c'est quoi l'action à refaire? En fait, déjà, on avait on va dire des préjugés dans le sens où quand tu fais une plateforme sociale, c'est gratuit. Et potentiellement, tu peux mettre des pubs, mais tu mets des pubs uniquement quand tu as vraiment beaucoup d'utilisateurs. Donc, on avait cette idée en tête. On avait aussi l'idée en tête de reproduire et de refaire un Snapchat, de refaire un TikTok, sans forcément se concentrer sur notre usage et sur notre business et sur notre plateforme. Tu vois, aujourd'hui, j'ai aucun problème à dire qu'on va jamais devenir aussi gros qu'un TikTok ou qu'un Snapchat. Par rapport au cœur du business, tu vois, nous, c'est plus de l'entertainment, c'est plus de la discovery de nouvelles personnes. C'est pas une app de messagerie, c'est pas une app qui va servir forcément à tout le monde, mais ça va servir vraiment à des personnes qui ont envie de socialiser. Et ça va plus, entre guillemets, il y aura plus de roulement que sur une app type WhatsApp, tu vois. Mais si tu te disais qu'il n'y avait pas de monétisation sur, entre guillemets, du social comme ça, c'était quoi le business? Enfin, qu'est-ce que vous anticipiez? Ou peut-être c'était juste une revente d'une base de données à un instant T plus tard? C'était quoi en fait où est-ce que vous créiez de la valeur financière? C'était une valeur financière qui allait être future, en fait. Mais vous saviez pas encore exactement dans la roadmap? On s'était dit que ça allait être, on allait mettre des publicités sur la plateforme, un peu comme ce que tout le monde fait, comme toutes les plateformes sociales. Et que l'enjeu, c'était juste d'avoir une base de users assez importante. Voilà, qui l'utilisent tous les jours et qui sont très engagés et d'en avoir le plus possible, quoi, en fait. Et aujourd'hui, vous êtes combien d'employés, tu me disais tout à l'heure? On est une 60aine d'employés à temps plein chez Yubo. Après, on a des contracteurs, mais du coup, employés à temps plein, c'est une 60aine. Ils ont des beaux locaux. Bon, à Paris, on va pas en dire plus, sinon vous allez avoir des stars, des fans, des fanatiques qui vont vous attendre en bas. Sur ces 60 personnes. Bon, on va passer juste sur la culture juste après, mais juste avant, j'aimerais savoir vous avez levé combien, depuis quand vous êtes 60, enfin si tu peux nous faire l'évolution et juste le mot rentabilité, il apparaît à quel moment dans tout ça? Ouais. Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, ouais. Il y en a la première, on a levé au total environ 60 millions d'euros. On a fait 4 tours de table. 1 million par employé. Ouais, on peut dire ça comme ça. On a levé notre premier tour, c'était en février 2016, notre deuxième tour en avril 2017 et notre dernier tour, c'était du coup pendant l'été 2020. Avec création en 2015, hein, ça. C'est ça, fin 2015, octobre 2015. Donc on a levé 60 millions d'euros au total. En termes de revenus, juste pour donner une idée, on a généré plus de 100 millions d'euros depuis qu'on monétise. Okay. Donc c'est bien, on a généré plus d'argent qu'on en a levé. Ce qui est bien rare. Ce qui est rare. Voilà, donc c'est ça, on en est quand même vachement fiers et donc là on peut voir la valeur qu'on a créée de manière monétaire, on va dire.
Les autres questions que tu avais, c'était La la question renta. de rentabilité. Bah, du Ouais. coup, c'est vrai que nous, Ils vous mettent la pression ou pas les investisseurs ou pas forcément? franchement, non, ils nous mettent pas vraiment la pression parce on génère quand même pas mal d'argent. On fait partie des sociétés qui génèrent le plus d'argent dans la partie sociale. Je pense En que dans notre B2C en business, en tout plus. cas, on fait partie de ceux qui font le plus Ouais. d'argent et qui monétisent le mieux. Donc sur cette partie-là, ils nous embêtent pas trop. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on se disait, c'est vrai que les 3 premières années, nous on s'est dit bon bah faut qu'on fasse comme les réseaux sociaux, on va lever le plus d'argent possible, on va dépenser à perte pour grossir le plus rapidement possible, avoir le plus d'utilisateurs engagés, et ensuite à un moment donné en fait on s'occupera de faire des revenus, de mettre des Mhm. publicités, de mettre des options payantes, mais tant que potentiellement on n'a pas fait une IPO, on n'a pas atteint ce cap C'était d'utilisateurs et très d'engagement, long-termiste, quoi. Ouais. on va pas monétiser. Et puis c'est vrai qu'au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, on n'avait pas le business d'un Snapchat, on n'avait pas le business d'un TikTok, d'un Twitter ou d'un Instagram, que en fait nous, il fallait quand même qu'on fasse un peu de publicité payante pour grossir, parce qu'on n'a pas la même viralité qu'une app de messagerie. Et Est-ce du que coup, juste, excuse-moi, je t'interromps, vas-y, comme vas-y. depuis tout à l'heure. Désolé. Est-ce que ça vous vous êtes rendu compte parce que, par exemple, vous vouliez relever des fonds et c'était pas possible et vous avez trouvé d'autres solutions ou, enfin, c'était juste inscrit dans la roadmap. En plus, là, on est donc 2018, hein, on est quoi, 2 ans avant le Covid. Ouais, en fait, comment ça intervient ce truc de vous dire, ouais, il serait quand même intéressant qu'on monétise un petit peu. Bah, en fait, c'est par rapport à vraiment l'histoire de la société. Déjà, pour nous, ça a toujours été très compliqué, sauf le dernier tour, de lever des fonds. Ok, Donc, on a toujours levé des fonds vraiment, grosse et galère. on a fini assez ric-rac. Tu vois, le premier tour, il nous restait 1 000 € sur le compte. Deuxième tour, il nous restait peut-être 2 mois à vivre maximum. Euh, donc, bref, on a toujours galéré, sauf le dernier tour, pour lever des fonds. Et en fait, au bout d'un moment, vu qu'on a toujours galéré à lever des fonds, on s'est dit en fait, ça va être compliqué de continuer de cette manière-là, parce que en fait, on a toujours été comparé à un TikTok et à un Snapchat, alors qu'en fait, on n'a pas aucun rapport avec leur business et c'est pas du tout le même usage qu'on fait sur Yubo. Et donc, faut pas nous comparer et comparer les métriques d'un TikTok et d'un Snapchat à Yubo quand on Bien regarde notre sûr. business. C'est un business qui est différent. Mhm. Et donc, de ce constat-là, on s'est dit en fait, va falloir qu'on monétise à un moment donné parce que on ne pourra pas continuer comme ça et galérer à chaque fois à lever des fonds. Ouais, Et ensuite, parce que par rapport à notre usage, en fait, on s'est rendu compte de nous-mêmes que si on arrivait à monétiser et qu'on faisait de l'argent avec nos utilisateurs, on allait pouvoir accélérer, nous, notre croissance et devenir de plus en plus une société qui n'a pas besoin, entre guillemets, de lever des fonds si elle veut grossir et se développer. et si ça, je reprends tout ce dont on parle depuis 2-3 minutes, en 2015, où vous disiez dès le départ on fait de la monétisation, est-ce que vous auriez pu ne pas avoir à lever de l'argent? Est-ce que tu penses que ça aurait été une trajectoire viable pour Yubo? Ouais, parfaitement, parfaitement. Je pense que je sais pas si on aurait pu ne pas lever de l'argent, mais en tout cas, Non. si c'était à refaire aujourd'hui, si je devais reconstruire un produit ou refaire la même chose, je pense que je monétise dès le début, sans hésiter, parce que en fait, ça change complètement la direction de ta boîte, ça change complètement les discussions que tu vas avoir avec les investisseurs, ça change beaucoup de choses en fait à comment est-ce que tu vas faire des choix plus tard. Tu vas pas être obligé de lever des fonds parce qu'en fait, tu as besoin de cet argent et parce que c'est indispensable. Tu vas gagner de l'argent, tu vas l'investir d'une manière plus Bien sûr. intelligente et tu vas te rendre compte aussi assez rapidement de la valeur que tu crées pour tes utilisateurs parce que il y a quand même une différence, tu vois, quand tu crées un produit entre les gens utilisent ton produit gratuitement et il y a une petite partie qui est prête à payer dans ton produit parce que vraiment ils adorent ton produit et que ça leur permet d'avoir encore une meilleure expérience. De 2016, on est un peu à la veille de l'Eldorado en termes de levée de fonds. Est-ce que tu trouves que hein, mais je te parle de Ouais, toi ouais. aussi, mais vous avez été matrixé par justement ce truc de se dire on crée une boîte pour lever des fonds plutôt qu'on crée une boîte pour vendre un produit ou un service. Ouais, ouais, complètement. Ok. On a été matrixé, je le dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas monétisé dès le début. C'est pour ça on a toujours fait en sorte de lever des fonds. Et c'était pas forcément la bonne stratégie, quoi. Merci pour ta transparence. Allez, toussons un peu, Sacha. Ça va, on est bien? Ouais, on est bien, on est bien. Bon, écoute, il est 56. J'ai 2-3 petites questions Vas-y, tac vas-y, au tac. On enchaîne? on peut enchaîner, vas-y.
Bon, c'est bientôt la fin de cette interview. Il y a des sujets on n'a pas trop eu le temps d'aborder. J'aurais bien voulu parler de la culture d'entreprise, notamment quand on prône beaucoup, tu vois, la bienveillance et le social. Mais bon, je les vois passer depuis tout à l'heure et ça a l'air d'être plutôt la bonne camaraderie. Euh, Moi, je voulais revenir à un truc, j'ai un peu oublié de t'en parler. Mais en fait, pourquoi t'as voulu entreprendre? Si je devais te parler du why, tu vois, pourquoi l'entrepreneuriat? On a compris le réseau social, on a compris tout ça, mais pourquoi, quand tu étais même à Dauphine, tu avais cette ambition de créer quelque chose, et ensuite en école d'ingé aussi, tu as continué. Bah, j'ai toujours eu envie au fond de moi de monter quelque chose de mes propres mains et de le faire de zéro. J'ai toujours eu cette mentalité aussi de dire si je dois me défoncer pour quelque chose, j'aimerais bien vraiment me défoncer, me tuer pour quelque chose qui apporte de la valeur pour les autres, mais aussi pour moi. Mhm. Je me suis jamais vu vraiment, entre guillemets, bosser pour quelqu'un ou pour une entreprise. Donc ça a toujours été un peu ma façon de penser et de me dire, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et si je dois faire quelque chose à fond, vu que c'est comme ça que je fonctionne, bah, autant le faire à ma manière et le faire pour moi avec mes associés. Et en fait, j'ai commencé rapidement à Dauphine parce que j'ai rencontré du coup Jérémy, qui est aujourd'hui le CPO, etc., et qui m'a poussé à entreprendre assez rapidement. J'ai toujours les mêmes associés. Il y a juste Anthony, qu'on en avait parlé au début, Mhm. qui a, qui a fait son chemin, mais je suis toujours avec Arthur, Jérémy, et il y a Marc-Antoine aussi, qui bosse avec nous depuis 7 ans, qu'on considère comme un associé. Euh, Donc aventure humaine, quoi. voilà, c'est une aventure humaine. Sans ces rencontres, t'aurais été entrepreneur, tu penses? Sans celle de Jérémy, par exemple, dès le départ? Je pense que oui, mais après, je pourrais pas te dire parce que je sais pas ce qui se serait Mhm. passé, mais en tout cas, ça fait 10 ans, même plus, quasiment 13 ans qu'avec Jérémy, on est entrepreneur et associé. Ça nous rajeunit pas, 10 ça. ans avec, avec Arthur, 7 ans avec Marc-Antoine. J'ai jamais bossé en entreprise, à part quand j'ai fait des stages ou quand je faisais des petits jobs d'été. T'as jamais Euh, eu de CDI? j'ai jamais eu de CDI, non, j'ai jamais eu de CDI. Ouais. Tu te considères chanceux? Ouais, ouais, je me considère chanceux. C'est sûr que d'en être arrivé là, faut quand même beaucoup de chance. Mais après, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup de sacrifices aussi qui ont été faits parce que bon, quand t'es entrepreneur et que t'as ta boîte, bah, t'es tout le temps dedans. C'est quasiment impossible d'avoir des moments de déconnexion tant que t'as ta boîte. Donc c'est aussi beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail quoi de choisir cette direction-là. Et je pense que très honnêtement, il Ouais. n'y a aucune honte à être entrepreneur ou à être employé ou à monter sa boîte. Je pense juste que c'est des façons de penser et des façons de faire qui sont différentes. Il y en a qui sont plus à l'aise à bosser directement en entreprise, plus petite ou plus grosse, et d'être plus ou moins encadré. Et il y en a d'autres qui sont pas du tout faits pour bosser en entreprise. Comme pour l'école, il y en a qui sont faits pour bosser à l'école, il y en a qui sont pas faits pour l'école. Voilà quoi, Et parfois, il y en a qui sont faits pour l'école, mais qui n'ont pas eu, tu vois, le bon prof, la bonne Ouais, c'est forme, le ça. bon sujet parfois. Mais j'enchaîne là-dessus. Ce serait quoi, du coup, le conseil que toi, t'aurais aimé entendre si t'avais pas rencontré Jérémy? Mais tu vois, c'est ce conseil et tes autres associés. Ce conseil est assez tôt de te dire, non, non, en fait, de déjà te poser la question de est-ce que tu es fait pour l'entrepreneuriat ou plutôt pour un job en CDI pour le moment. Ça veut pas dire que ce sera une finalité. Bah, le conseil, moi, ce que je conseillerais tout le temps, c'est d'essayer, en fait. D'essayer le plus tôt possible les différentes directions que tu as envie de prendre. Et si ça te plaît, bah, tu continues. Et si ça te plaît pas, bah, tu changes, en fait. C'est un peu aussi simple que ça, mais c'est notre façon de penser chez Yubo, c'est notre façon de faire quand on développe une nouvelle fonctionnalité. Et quand on développe la société en général, c'est qu'en fait, si on a des hypothèses en tête qu'on aimerait valider ou pas, en gros, faut qu'on les teste le plus rapidement possible parce que c'est le seul moyen de répondre à nos questions et d'avoir des réponses à savoir si on avance ou si on n'avance pas. Et donc, plus globalement, la meilleure façon de savoir qui t'es et ce que tu as envie de faire, c'est en fait de tester et de te tester pour justement savoir si ça te plaît ou si ça te plaît pas et si ça vaut le coup d'accélérer ou sinon, faut ralentir et passer à autre chose, quoi. Écoutez bien les amis et lancez-vous et non non mais en fait t'as été opportuniste tu dirais, t'as saisi des opportunités quand elles se sont présentées. Ouais, c'est ça, j'ai été opportuniste, j'ai saisi des opportunités quand elles se sont présentées et il y a des fois où ça a marché, ça a pas marché parce qu'on a quand même eu beaucoup de fails, hein. On a 2 applications qui n'ont pas marché, qui sont vraiment sorties, mais il y en a d'autres dont on n'a jamais parlé, qui sont des petits projets qu'on a testés et qui n'ont jamais marché et qui n'ont jamais vu le jour.
Et donc, ouais, je pense que vraiment le meilleur conseil pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut se lancer, etc., c'est en fin de compte, lance-toi. C'est sûr que c'est mieux de se lancer avec un associé ou une associée. C'est plus simple. Moi, je conseillerais toujours de trouver d'abord quelqu'un avec qui s'associer avant de se lancer parce que c'est plus facile. Après, j'en connais plein qui n'ont jamais trouvé, mais qui, du coup, si tu ne trouves pas, bah, lance-toi et en te lançant, tu trouveras, quoi. C'est ça aussi, parce que en fait, j'allais corriger ce que t'as dit justement aussi de dire, si t'as cette flamme en toi, vas-y. Et Ouais, en fait, c'est tu ça. vas attirer des gens au fur et à mesure. Parfois, quand tu cherches quelque chose, tu le trouves pas. On te parle souvent de ton mec ou ta meuf, et on te Ouais, dit ouais. qu'une fois que tu cherches plus, il ou elle arrivera. En tout cas, on vous le souhaite. Bon, c'est la dernière question. Il est 13h00, mais je mords une dernière question. Vas-y. C'est la grosse question là. Vous avez fait 100 millions de CA depuis le début, vous avez levé 60 millions, vous êtes une soixantaine d'employés, vous êtes bientôt à la rentabilité. Tu la vois venir ma question ou pas? Ouais, je pense, mais vas-y. Demain, on a une belle offre sur la table et elle provient de soit Meta, soit ByteDance, donc TikTok. Je dis eux parce que c'est des mastodontes, soit Snapchat, allez. Et cette offre, c'est une offre qui ferait de vous une licorne, donc valorisée à 1 milliard. Du coup, je pose ma question, qu'en penses-tu? Que ferais-tu? Quels seraient les pour et les contre? Je pense que nous, ce qui est important vraiment, c'est de devenir des leaders en social discovery. Donc, en gros, de permettre aux gens de socialiser en ligne. Ça, c'est notre métier et notre objectif depuis le début et depuis 13 ans avant qu'on lance Fubo. Ça a toujours été d'améliorer la façon de connecter et d'interagir, de permettre aux gens de se connecter et d'interagir en ligne. C'est ça notre vision et c'est ça notre objectif depuis le début et depuis qu'on fait des apps et c'est ce qu'on sait faire. Donc nous, Combattre la solitude. voilà, exactement, combattre la solitude, faire en sorte que les gens se développent, et principalement la génération Z et les jeunes, et grandissent en soi. Mhm. Parce que quand tu socialises, tu grandis. Donc nous, tu vois, si on a une opportunité d'arriver plus vite à cet objectif et de toucher le plus de personnes plus rapidement et de leur permettre justement de sortir de cette solitude et de socialiser en ligne plus rapidement, je te dirais qu'on réfléchira à deux fois et qu'on suivra ce chemin-là. Donc ça peut être via une prochaine levée de fonds, ça peut être via une IPO, ça peut être potentiellement via un rachat. C'est vrai que nous, objectivement, on préférait aller directement à l'IPO et rester indépendant et être maître de ce qu'on peut faire. C'est ça notre objectif, c'est ce qu'on a toujours fait. On a eu des discussions, des offres, etc. Et on aurait pu revendre à plusieurs moments de la vie de la T'as déjà société. refusé des offres de rachat, du coup. On n'a pas eu d'offres concrètes, mais on a déjà eu des débuts de discussion de personnes qui nous ont dit est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous êtes prêts à discuter. Nous, on a toujours fermé la porte et tant qu'on peut avancer par nous-mêmes et accélérer, on fermera toujours la porte. Maintenant, s'il y a une opportunité, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, d'être opportuniste, et s'il y a une opportunité et que ça nous permet vraiment d'aller encore plus vite et de continuer de faire ce qu'on fait de la manière qu'on veut, bah là, on y réfléchira à deux fois, quoi. On sera pragmatique, en fait. Ok, donc c'est pas le montant ni l'argent qui est la finalité, mais plutôt un moyen d'accéder à C'est ça. ça, exactement. Ok, dans ce cas-là, c'est ma dernière question. Promis. Les gens s'en rendent pas compte. Quand t'es CEO d'une boîte qui a levé 60 millions, alors moi je peux te demander cash ton salaire, mais je suis pas sûr que tu veuilles me le donner. Mais tu peux nous expliquer comment tu vis concrètement. On peut parler, on a plus ou moins le même âge, on a des potes qui gagnent à la trentaine, ils gagnent 100K. Ok, ou plus, hein, même avec leur bonus, etc. Tu regrettes pas d'être entrepreneur, t'arrives à matcher ce salaire? Ouais, je regrette pas d'être entrepreneur. Je vais pas le cacher. J'arrive à matcher ce salaire maintenant à notre stade de développement et je trouve ça normal à notre stade de développement avec les responsabilités qu'on a, les revenus qu'on fait, la taille de la plateforme et du coup je trouve ça normal, tu vois, à notre niveau. Après, c'est vrai c'est pas pour autant qu'on a pas mal galéré pendant pas mal de temps. Eh oui, parce que tu dis ce salaire, mais bon, la boîte a été créée en 2015 aussi. Ouais, donc, ouais, la boîte a été créée en 2015, pendant quasiment, mais même avant 2015, on avait fait d'autres applications. Pendant, je pense, quasiment 5 ans, on s'est jamais payé, on n'a jamais eu de revenus. Même au début de Yubo, pendant peut-être un an et demi, je pense qu'on s'est quasiment pas payé. Réinvestis, c'est tout. On réinvestit, Bah non, c'est mais il n'y tout, avait pas il y avait pas de revenus encore au début. Ouais, mais même sans revenu. En fait, on a vraiment commencé à se payer un petit peu à partir de la première levée de fonds.
même à partir de cette première levée de fonds, on se payait pas non plus des milliers des cents, tu vois, on se payait juste uniquement ce qu'on avait besoin pour vivre. On a commencé à plus ou moins bien se payer à partir de la troisième levée de fonds et à partir du moment où aussi on monétisait bien la plateforme, quoi. Et on retermine là-dessus, parce que tu parles de monétisation juste avant de lever de fonds. Je tiens à rappeler que tu as quand même dit que à refaire, tu aurais pu monétiser plus tôt. Mais donc, du coup, potentiellement, avoir un salaire un peu plus lisse plutôt que d'attendre ces levées de fonds. Potentiellement. Avec des si on peut refaire le monde. Exactement, potentiellement. En fait, faut faire en fonction de ses moyens. C'est vrai que aujourd'hui, je pourrais potentiellement me payer 3 fois plus que ce que je me paye ou 4 fois plus que ce que je me paye, mais ça serait au détriment de la croissance de la boîte, au détriment l'atteinte de vos objectifs. Et c'est un peu comme la question, tu vois, de la revente. En fait, nous, on veut juste pouvoir bien vivre, entre guillemets, à notre manière pour pouvoir continuer ce qu'on fait et être bien pour le faire. Et donc, en fait, on n'est pas intéressé uniquement par l'argent, on n'est pas intéressé par ça, on est juste intéressé pour continuer notre mission. Et du coup, c'est ce qu'on a toujours essayé de faire, quoi. Merci, Sacha. Ben merci à toi. Les amis, si vous vous sentez seul, allez sur Yubo. Et si vous avez envie de parler entrepreneuriat, contactez-nous. Je peux parler en ton nom, Sacha? Ouais, bien sûr. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par mail, c'est facile, sacha@yubo.live et j'essaierai de répondre. Sinon, relancez-moi et j'irai lui taper dessus. J'ai son mail. C'est ça. Bon, un grand merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Et c'était Sacha au micro de Dans la tête d'un CEO. Putain, j'ai jamais terminé une interview comme ça. Et are you beau? Oh là là, cette blague de merde. Non, Yubo, c'est quoi? Ça veut dire quoi à la base? Yubo, ça veut rien dire. En fait, avant, on s'appelait Yellow. Ce que je t'ai dit, are you beau? Ouais, j'ai compris. Ok, t'as capté la vanne, t'as juste pas rigolé, quoi. non, mais en fait, c'est pas Yubo, genre toi t'es beau, c'est juste qu'en fait, avant, on s'appelait Yellow. On a dû changer de marque pour des raisons de droit. En fait, on n'avait pas la marque. De tout ça, ouais. Voilà, exactement. On n'avait pas la marque Yellow. Il y a les pages jaunes et tout ce qui s'ensuit qui du coup détenaient la marque. Ils nous disaient, les gars, vous pouvez pas utiliser cette marque. Et du coup, on a changé de marque, on a demandé à notre communauté et ils nous ont dit, il y en a qui nous ont proposé Yubo parce que ça ressemblait à Yellow en termes de sonorité et un peu de son à la fin. Et c'était aussi une des seules marques qui était disponible sur l'INPI, qu'on aimait bien et qui nous plaisait. Et donc on a choisi Yubo. Et en fait, on est content que ça veuille rien dire parce qu'on crée quelque chose de nouveau qui est pas comparable à une autre plateforme et donc du coup avoir notre propre univers, notre propre annonce. Les utilisateurs se l'approprient et en plus c'est eux qui vous ont donné ces entre guillemets ces advice de choisir Yubo. Moi, je retiens une chose, c'est vous posez pas la question de comment vous allez appeler votre boîte dès le départ en fait. Ouais, c'est ça. C'est une fois que t'as de l'intérêt, c'est des bons problèmes. Ça. Exactement, c'est des problèmes de riches quoi, on va dire. Bon je te souhaite de refaire un épisode avec moi et de reparler de vos problèmes de riches. Avec plaisir. Ouais. Allez, à très vite, Sacha. À très vite, merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao.